Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour Richard. Bonjour Isabelle, bonjour à tous nos participants. Bienvenue. Merci. Alors Richard, tu es un expert en marketing et dirigeant d'entreprise avec plus de 20 ans d'expérience sur le marché international et canadien. Tu as conseillé à travers tes services de consultant de nombreuses entreprises, notamment Pepsi, Audi, Ikea, le gouvernement du Québec et bien d'autres. Alors en 2008, à la tête de Remarquable Marketing, tu as piloté de nombreux projets marketing et de créativité et tu enseignes également le marketing dans le programme MBA au HEC Montréal. Effectivement. Alors avant de commencer, à tous, je vous invite à activer votre chat en inscrivant votre nom à la droite de votre écran. Vous pourrez poser vos questions à Richard et échanger entre vous. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Richard qui va vous révéler les secrets pour faire de votre création de marque un incontournable. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup à Isabelle et à l'équipe d'Isarta qui travaille très fort. Écoutez, merci de se joindre à ce webinaire-là. Écoutez, moi je suis un passionné du marketing et des marques, ça fait plusieurs années. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous partager certains concepts au niveau de marque que vous pouvez les appliquer, au moins vous faire réfléchir comment les appliquer dans vos organisations. Quand on parle de marque, c'est un terme très, je dirais, c'est un grand terme. Et puis, chacun peut l'interpréter de différentes façons, dépendamment selon les différents niveaux. Quand je préparais le webinaire, je voulais savoir, je ne savais pas de quelle partie le prendre. Fait que la façon que j'ai monté le webinaire, c'est de parler de ces concepts-là, mais aussi que vous me posez des questions dépendamment de vos niveaux. C'est monté de manière à que qu'on puisse interagir ensemble parce que chaque marque, chaque situation est unique. Alors, il n'y a jamais une solution générique à tous les problèmes. Alors, c'est ça, on va parler de marque, je vais présenter les concepts, mais je serai très intéressé aussi à répondre à des questions qui a des problématiques plus précises si nécessaire. Alors voilà, on va commencer. Je commence par cette première, c'est ma philosophie de travail en marketing. C'est la fameuse citation de Seth Godin qui dit « Stop trying to be perfect and start being remarkable ». Et c'est l'idée que les entreprises essayent de viser la perfection. C'est le terme perfection. Les gens en finance, en opération, dans l'ingénierie, ils veulent toujours viser la perfection. En marketing et en marque, c'est pas la perfection. C'est comment être remarquable, comment se distinguer, comment faire de manière à que notre marque soit mémorable. Alors, j'ouvre avec cette phrase-là parce que c'est important. C'est la perfection, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est comment se distinguer. Alors voilà, on va commencer. Puis, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Fait que je vais passer ma présentation. Je vais parler un peu des différents sujets, l'agenda d'aujourd'hui. On va couvrir ces points-là. Qu'est-ce qu'une marque? Qu'est-ce qu'une marque réussie? C'est bien de savoir c'est quoi une marque, mais c'est quoi une marque réussie? Il y a beaucoup d'organisations qui ont des marques, mais qu'est-ce qui fait qu'une marque est réussie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire qu'on a toutes les chances de notre bord? Ce qu'une marque n'est pas, parce que les gens des fois mélangent certains concepts ensemble. Et pourquoi c'est important de repenser la stratégie de marque? Et on va finir un peu avec la structure d'un atelier de marque, ça a l'air de quoi? C'est quoi les objectifs? Et qu'est-ce que ça donne une séance d'atelier de marque? Alors, la première chose que j'aimerais vous poser comme question, selon vous, qu'est-ce qu'une marque? Est-ce que j'aimerais avoir les premiers je dirais, réponses, lire quelques réponses juste pour démarrer cette discussion-là. Le terme marque, c'est très large. Est-ce que quelqu'un
peut m'écrire qu'est-ce qu'une marque, une identité? Merci Damien. D'autres personnes? Alors, je donnerai encore quelques secondes pour avoir vos définitions d'une marque. Logo, positionnement, réputation, slogan. Merci Véronique. La personnalité, Julien. Les valeurs, identité visuelle. Une image, non, identité. Parfait. Notre image perçue par la clientèle. Merci Sylvie. La promesse. Excellent. Alors ici, ce qu'on est en train de voir, là, il y a une combinaison de marque, d'image de marque, l'aspect visuel, le positionnement. Tous ces éléments-là font partie d'une stratégie de marque, mais ils viennent à différents niveaux. On va les voir plus en détail. Il y a une définition qui était proche et que moi, la façon que je définis ça, une marque, c'est l'image de ses actions quotidiennes plutôt que l'image désirée. Et en d'autres termes, c'est la réputation. Okay? C'est ce que les gens vont dire quand on sort. Mais avant, ce qui est important à savoir, c'est que l'image d'une marque ou la marque en soi, comment elle se bâtit pas à travers un document, pas à travers en disant c'est ce qu'on veut être. Oui, mais c'est à travers la somme des actions quotidiennes qui amènent à cette réputation-là. Ce n'est pas l'image désirée, mais c'est plutôt l'action, la somme des actions quotidiennes que la marque fait. Patagonia, c'est un bon exemple. C'est pas juste que eux, ils veulent être, comment ils veulent être positionnés, mais toute leur philosophie de travail, elle est en lien pour créer cette marque-là d'éco-responsable, tout ce qui est au niveau de l'environnement, leur cause environnementale et ainsi de suite. Alors, c'est important à savoir comme premier concept, c'est que autant que nous, comment on veut être perçu, c'est pas ça. C'est l'action de nos activités quotidiennes qui nous amène à créer cette réputation-là. D'ailleurs, ça c'est quoi? Ça c'est Jeff Bezos qui mentionne un peu dans cette lignée-là. A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well. Encore une fois, la marque, c'est pas une énoncé de positionnement, mais c'est vraiment la réputation, ce que les gens vont dire dans ton dos. Quand quelqu'un va aux toilettes, qu'est-ce qu'ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont dire de cette personne-là. Alors, c'est très important à première chose à dire que c'est pas à nous d'établir, on veut viser ça, mais c'est pas parce que nous, on a visé ça que c'est devenu notre marque. C'est plutôt tout le travail derrière qui est le résultat d'être perçu comme on doit être perçu. Alors, tout ça pour dire qu'il faut vraiment repenser en tant que marque, est-ce que toutes les actions qu'on met, est-ce qu'ils suivent le service à la clientèle, le packaging, l'image de marque, les campagnes, notre présence aux conférences, notre façon de répondre au téléphone, notre façon de se présenter, est-ce que le tonalité de nos réseaux sociaux, est-ce que tout était aligné est-ce qu'on est tous alignés avec cette image? Alors, on a parlé d'une marque. Maintenant, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'une marque réussie? Ça veut dire quoi une marque réussie? Quelqu'un qui a réussi. Est-ce que j'aimerais avoir encore une suite à quelques commentaires? Comment on réussit une marque? Juste intervenir. Vous pouvez répondre directement dans le chat pour avoir vos suggestions. Je vais continuer avec réputation. Oui, c'est ça. Alors, la réputation est très importante. La crédibilité, la notoriété, c'est avoir une bonne réputation. Avoir une bonne réputation, c'est ce qu'on disait.
Mais aussi, par-dessus la réputation, ce qui est important, c'est on est charismatique comme marque. Oui, la réputation est importante, mais aussi en tant que personne, si j'aimerais travailler avec quelqu'un, il faut qu'il y ait du charisme. Le charisme, c'est très important. Euh, et quand on parle de marque charismatique, ça veut dire quoi la marque charismatique? C'est une marque qui génère quelque chose. Puis la meilleure définition d'une marque charismatique, ça veut dire quoi une marque charismatique? La meilleure façon, je dirais, avant d'arriver à la réponse, c'est quoi une marque charismatique? Ça, c'est des marques charismatiques. Alors ici, ce qu'on voit ici, c'est des marques charismatiques. Moi, ce que je définis comme charismatique, ben, je suis d'accord qu'il y a certaines personnes, ils trouvent peut-être qu'ils ne sont pas charismatiques, mais je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes vont le voir un peu moins. Mais selon la définition d'une marque réussie ou d'une marque charismatique, c'est ces logos-là. Ici, je commence à voir l'émotion. C'est clair qu'on parle de marque, l'émotion, c'est un volet extrêmement important. C'est des émotions, c'est comment on se connecte, comment on peut voir ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces marques-là que vous voyez? Bravo Eric, j'aime ça. Eric, les gens sont fiers d'y être associés et d'être les promoteurs. Elle est en ligne avec ce que Eric dit. Sentiment d'appartenance, exactement. On parle ici plus d'identification visuelle. Alors ici, on parle de plus de l'image de marque, pas la marque, le visuel. On va voir ça plus tard. On connaît leur histoire. Ouais, effectivement. Il y a tout un storytelling, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose derrière ces marques-là. En réalité, ce qui est en commun entre ces marques-là, ça résume à une seule phrase pour être charismatique. Et c'est être irremplaçable aux yeux de leur auditoire. Une marque charismatique, c'est une marque qui a réussi à être irremplaçable aux yeux de son auditoire. Et je retourne un peu à la slide d'avant. Si on regarde ces marques-là, les personnes qui ont des Rolex ou qui portent des Rolex, ou les personnes qui utilisent le John Deere, parce que j'ai mis des marques de différents milieux. Mais pour ces gens-là, pour ceux qui aiment les produits de luxe comme Louis Vuitton, ou pour ceux qui sont des militants écologiques comme Greenpeace, ces marques-là, c'est irremplaçable à leurs yeux. C'est tellement important qu'ils ne peuvent même pas vivre avec. Ils sont tellement les plus grands ambassadeurs, mais ils sont tellement attachés qu'ils ne jurent que par ces marques-là. Tu sais, les gens, moi j'utilise un HubSpot. HubSpot, par exemple, les utilisateurs de HubSpot, il y a plusieurs outils comme du HubSpot, mais la communauté de HubSpot, ils ne jurent que par HubSpot. Ou les conducteurs d'un Harley-Davidson, la même chose. Alors, ce qu'on essaie de dire présentement, on a parlé de l'importance d'une marque, la réputation, puis c'est pour arriver à créer une bonne réputation, c'est comment toute sa chaîne de valeur, elle est bâtie en conséquence. Ça, c'est le premier concept. On est arrivé au deuxième concept de dire qu'est-ce qui fait qu'une marque réussisse ou une marque qui réussit, c'est de devenir charismatique. Ça veut dire quoi charismatique? Ça, c'est des exemples de marques charismatiques. C'est que sachant à qui ils s'adressent, ces gens-là, ils ne jurent que par ces compagnies-là comme la référence. Justement, Léa, elle vient de mettre le point au niveau de la référence. J'espère que ça vous donne une bonne idée où on s'en va avec ça. Là, j'essaie de le plus possible simplifier le langage des marques à que ce soit le plus clair possible. Alors, c'est un peu dans ces définitions-là que j'essaie de vous expliquer un peu les concepts des marques réussies. Comme on disait, c'est irremplaçable aux yeux de son auditoire. Un conducteur de Tesla, croyez-moi, il ne va jurer que par les Tesla. Ça, c'est un exemple aussi de marque qui est charismatique, qui est irremplaçable. Comment devenir irremplaçable? Puis ça, c'est la formule à appliquer. Alors, la formule à appliquer, selon toutes ces marques-là, il y a une façon, je dirais, formule qui l'ont appliqué, ces marques-là. Puis j'essaie le plus possible, encore une fois, dans l'objectif de simplification, de vous donner des outils ou des modèles de travail.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a des réponses à ça? Avant de vous donner, dévoiler, j'aime cette interactivité qu'on a. Alors, je ne sais pas, il y a des Léa, Véronique, les autres, Eric. Comment devenir irremplaçable? Est-ce que quelqu'un a une idée comment on peut devenir irremplaçable? Inspirer la confiance. Merci Damien. La confiance, parfait. Parler le langage, étant authentique. Tout ça, c'est des bons points là. Sentiment d'appartenance. La qualité du produit, ouais. Ah, la qualité revient à quelques reprises, la relation, l'unicité. L'unicité, on va le voir là dans un autre concept. Se différencier de la compétition, oui. Le service à la clientèle. C'est des bons points, c'est des bons points. Puis vous allez vous retrouver là quand je vais passer à l'autre slide, vous allez dire ah ok ça se place là. Entends Eric, entends. Parfait. Ok, good. La simplicité. Bon, la simplicité c'est plus dans l'exécution là, mais on va y arriver là-dessus. En réalité, voilà. Alors ils sont sortis des termes clés, puis vous allez vous retrouver là-dedans, là, ceux qui ont sorti ces termes-là. Irremplaçable aux yeux de son éditoire, le point élément, c'est la confiance. Puis je pense qu'il était sorti l'élément de confiance. S'il y a un mot à définir, c'est qu'on te fait confiance. La confiance. OK? Puis là, la confiance, ici, il y a ma photo là qui cache, c'est la fiabilité. OK? Il y a les 3 éléments clés pour générer la confiance. C'est la cohérence. Il y a quelqu'un qui a parlé de la cohérence, je pense. C'est que on est cohérent à travers la chaîne de valeur, on est cohérent dans notre relation, on est cohérent dans la livraison de notre produit. Si quand on parle de cohérence, le meilleur exemple, je sais que ça peut être, c'est très cliché, j'aime pas aller dans du cliché, mais juste pour garder ça simple, Apple, il y a une certaine cohérence dans leur modèle de travail. La simplicité, c'est simple à travers toute la chaîne de valeur. La cohérence, c'est très important. La fiabilité, où c'est, comme je dis, c'est juste ici, là où il y a ma caméra, où ça me cache, c'est la fiabilité, la qualité. C'est, je sais que si j'achète ce produit-là ou j'adhère à ce produit-là, je sais à quoi m'attendre. C'est fiable. Je peux m'attendre à ce que je suis en train de payer pour. Et il y a un élément qu'on n'en parle pas trop, mais qui est très important, c'est le plaisir. Euh, quand on veut travailler, il y a des humains. Après tout, on est des humains. Okay? Puis même si c'est cohérent, puis c'est fiable, mais j'ai pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir. Quand je parle du plaisir, c'est le côté émotionnel, émotif. C'est pas nécessairement juste que ça me fait rire, mais j'ai du plaisir. Le service, l'expérience, c'est l'expérience client. Il y a un certain plaisir à travailler avec cette marque-là qui est très important. Alors, si la recette de devenir irremplaçable aux yeux de notre auditoire, c'est la confiance. Comment on peut gagner cette confiance-là? Comment on gagne cette confiance-là? À travers ces 3 piliers-là, la cohérence, la fiabilité de produit et comment on peut s'assurer qu'il y a une expérience client avec avoir plaisir de travailler avec nous. J'espère que ça répond un peu à des questions ou ça vous donne un peu certains concepts intéressants à appliquer, mais ça, c'est la recette qui s'applique sur pas mal de marques réussies. Ce que la marque n'est pas. Ce que la marque n'est pas. La marque n'est pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que la marque n'est pas? On va attendre quelques secondes.
un gage de qualité. OK. Ce que une logo, une image. Ouais, bravo Marc. Ouais, parfait. Ça commence à répondre un peu à ce que j'essaye d'aller chercher là. C'est son dirigeant. Oui, je suis d'accord avec Véronique. Fixe dans le temps. Oui. C'est toutes des bonnes réponses. C'est toutes des bonnes réponses. Une marque n'est pas un produit. C'est pas ça. On avait parlé un peu, c'est pas ça. Une marque n'est pas le brand book. C'est pas la marque, ça. Une marque n'est pas le logo. OK? C'est juste s'assurer qu'il y a une distinction. Quand on parle de marque, les gens mélangent marque et logo. Je pense que c'est ceux qui sont un peu moins dans le milieu, là, ils vont toujours mélanger les deux. La marque, c'est l'ensemble de toutes nos actions. Hein, comme on s'était dit, là, c'est l'ensemble de toutes ces actions qui permettent à notre servir de devenir charismatique et remarquable. Okay? Le logo, c'est la signature, c'est l'identité graphique de la marque. Le logo est le point d'entrée de votre marque. Okay? C'est le point d'entrée. En d'autres termes, la marque, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là. Hein? C'est les factures, le magasin, les cartes d'affaires, le trade show, le website. C'est un peu, quand on parle de marque, oui, la réputation, puis s'assurer que tous ces éléments-là sont bien alignés. C'est la cohérence de tous ces éléments-là qui vont créer la marque, la perception, pas le positionnement qu'on veut aller chercher. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que répondre au téléphone, ça fait partie de la marque. Comment répondre au téléphone? La tonalité entre le vouvoiement, le tutoiement, l'approche, c'est plus informel, ça fait partie de la marque, c'est un choix de marque. La personne, comment les gens s'habillent pour voir des clients, ça fait partie de la marque qu'on veut se donner, ou le positionnement. Il faut juste que vous compreniez ou qu'on soit tous d'accord que la marque, c'est beaucoup plus grand qu'un logo et que c'est la culture d'entreprise est un élément qui fait partie aussi de la marque si on veut commencer à s'étaler encore davantage. L'identité du produit, c'est clair là. Je suis d'accord avec Joanne. C'est clair que toute l'image, la qualité, l'identité du produit, tous ces éléments-là font partie de la marque aussi. Là. On ne parle pas juste de la communication, marketing, mais la chaîne de valeur. Voilà. Merci Eric. Alors, la marque n'est rien de tout ça, là, individuellement, mais c'est l'ensemble. Voilà, c'est l'ensemble. Comme on dit, là, s'il y a quelque chose qui ressort, c'est le cumulatif des différentes actions qui crée cette marque-là. Autant que nous, on veut être ici, mais c'est pas dans ce qu'on veut, mais c'est dans c'est dans les actions. C'est dans les actions, c'est dans les différences, c'est dans la cohérence et dans les alignements. C'est pour ça que quand on parle de marque, l'alignement est très important. C'est un terme extrêmement important. L'alignement entre l'image de marque, les valeurs, la culture, pour s'assurer qu'il y a une cohérence, qu'il y a un message unifié. Alors, il y a un autre volet ici, je me suis dit, on a parlé beaucoup de marques, le logo, puis le but encore d'aujourd'hui, c'est pas une formation, c'est de vous donner des concepts clés qu'on puisse les partager. Comment choisir un nom de marque? On parle de marque des fois, là, les gens me disent, c'est quoi la formule? Comment choisir un nom de marque? Ou un nom, disons. Est-ce que allez-y, là, je vous laisse quelques secondes. Je serais curieux de savoir un peu vos commentaires ou vos suggestions de noms de marque. Alors,
J'attends encore quelques secondes. Au niveau des noms de marque, facile à retenir et partager. Merci Marc. Facile à retenir. Ouais. Mélodie, c'est intéressant là. Elle a amené le côté SEO là, puis c'est intéressant, on va en parler de ça. Culture d'entreprise. Avoir un sens avec le produit, ses valeurs, c'est stratégique. Véronique, elle est plus dans le. Tu sais, comment on peut créer un nom stratégique? J'ai créé un peu ce modèle-là, qui est un guide que je travaille avec pour créer des noms. Alors, il y a les variables, les gros, les 4 piliers. Ok. D'abord, il faut qu'il soit facile à prononcer. Un nom qui est difficile à prononcer, ben là, on complique tout. Alors, justement, comme Sylvie dit, clair et concis. Bon, ben, on est d'accord avec Sylvie, là, c'est facile à prononcer. Facile à comprendre. Hein? Oui, facile à le prononcer, mais ok, tu vas le comprendre. Il est compréhensible en différentes langues. Alors, ça, c'est facile à comprendre. Évocateur, quelque chose qui nous évoque, quelque chose qui va aller chercher un peu nos émotions. Alors, évocateur et mémorable, quelque chose qui distingue des autres, qui va nous faire rappeler, qui va être gravé dans notre mémoire. Ça, c'est les 4 piliers. Si on rentre un peu plus à l'intérieur de ces 4 terrains, ces 4, je dirais, piliers, ce qu'il faut savoir là, pour se distinguer, un nom qui se distingue de la compétition. Hein, on parle un peu de la compétition, quelque chose qui est distinctif, quelque chose qui est significatif, qui représente une idée. Okay? Puis une idée, c'est quelque chose que il y a une réflexion derrière. Puis si le mot, il est un mot qui est inventé, mais qu'il y a une sorte de signification là, qu'il y a quelque chose qui est derrière ça, une sorte d'idée qui représente. En général, c'est aligné avec la stratégie de marque, mais c'est stratégique. Okay? Puis il y a un volet ici en marque. De parler d'un mot stratégique. J'étais appelé à des mandats de stratégie de marque où c'est beaucoup plus complexe. Ils sont plus complexes parce qu'on n'est pas dans un simple nom, mais il y a des noms avec des architectures de marque qui sont complexes. Tu sais, je vais ouvrir la parenthèse des architectures de marque, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est pas dans le cadre de ce webinaire-là. Mais il y a des entreprises où ils ont plusieurs produits. Ils ont plusieurs entreprises. Tu sais, il y a des compagnies qui sont des compagnies avec différentes bannières. Puis là, on embarque dans des structures de house of brand et les branded house. Puis c'est des termes comme à la modèle du Procter & Gamble où l'entreprise elle est en arrière-plan. Puis c'est les sous-marques qui lead, ou des modèles plutôt branded. Qui est comme à la FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Air, où le nom de l'entreprise, il est en première place. Stratégique, c'est important parce que il définit un peu le nom, la formulation du nom dans l'ensemble de la stratégie de marque et dans l'architecture de marque. L'architecture de marque, c'est un travail assez complexe qui des fois nécessite de savoir la vision, puis comment c'est structuré légalement l'entreprise. Puis on peut parler aussi des noms de produits quand on parle de l'extension d'une marque, d'une ligne de produits, gamme de produits, ligne de produits. Alors ça, c'est des mandats où il y a un produit existant, puis on crée une gamme de produits. Alors le nom du produit devrait être en relation avec cette gamme-là, ou une ligne de produits. Mais tu sais, il faut juste le concept de stratégique. Je suis en train de m'élaborer un peu plus parce que les autres, la majorité, ils étaient sortis dans le chat. Mais le stratégique, j'aimerais juste que vous soyez au courant que sortir un nom, il faut s'assurer qu'il est stratégique, qu'il est en relation avec la stratégie d'affaires ou l'architecture du produit de l'organisation.
Richard, j'interviens simplement parce qu'il y a une question de Caroline, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais elle te pose la question, Luberta est un bon nom de marque? Oui, je pense que c'est un bon nom de marque parce que c'est une combinaison de deux significatifs. Ben, je veux dire, dans l'idée que tu sais, Lambertin, là, ça sort bien dans les engins de recherche parce que c'est différent. Puis c'est un nom significatif dans la stratégie parce que Caroline, c'est un mandat que j'ai travaillé avec. Fait que Caroline, elle est en train d'amener un mandat que j'ai travaillé avec, c'est un produit que je suis familier avec. Fait que oui, effectivement. Dans le contexte, quand on connaît le contexte au complet. Julien? Essentiel, l'architecture de marque souvent mal compris et sous-évalué comme impact tant d'un point de vue interne-externe. Ouais. L'architecture de marque, là, moi, je deviens de plus en plus passionné par les architectures de marque parce que c'est des mandats très complexes, mais qui nécessitent beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse à l'interne, puis la vision, puis où on s'en va, parce que c'est juste l'architecture de marque. Il y a plusieurs, on a parlé de House of Brand et de Branded House, mais il y a aussi entre les deux. Il y a des marques endorsed brands, c'est des marques qui sont endossées comme le Marriott, où je pense que là où tu as le nom d'entreprise, mais qui est endossé par une autre entreprise, il y a les co-brands. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut au niveau de l'architecture de marque, c'est un monde à part, là, puis on peut aller beaucoup plus très en profondeur là-dessus. Mais je ne veux pas trop m'étaler dans les architectures de marque, mais c'est quelque chose qui est sous-évalué dans les entreprises. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Julien, mais c'est important de le considérer. C'est pour ça ce qui distingue un stratège senior par rapport à un junior, c'est de prendre le temps de poser les bonnes questions, de reculer, d'impliquer le légal, d'impliquer les dirigeants de l'entreprise, réfléchir à la vision d'entreprise. Il y a tout un volet vraiment légal dans les architectures de marque. Je travaille beaucoup avec les départements légaux quand on parle d'architecture de marque. Alors ça c'est au niveau des noms d'entreprise. Les types de logos. On rentre un peu plus dans l'imagerie maintenant. On a parlé un peu du volet très stratégique de marque, puis des noms, puis on rentre un peu plus dans les types de logos, types de signatures. Je donnais l'exemple de FedEx, c'est plus il y a l'approche très logotype où c'est très typographique. L'exemple de FedEx, il y a plus le symbole, l'icône. C'est un symbole qui représente le logo. Pour arriver à ce niveau-là de représentation symbolique seulement, ça nécessite beaucoup de reconnaissance, beaucoup de notoriété pour sortir le nom. Et que le symbole en lui-même vit. Alors, c'est pour arriver c'est le but de plusieurs entreprises à arriver à avoir leur symbole comme signature graphique ou un logo. Starbucks l'avait fait récemment, récemment ça fait peut-être 6 ans, 7 ans. Apple s'est connu, le Nike, le symbole de check de Nike, il est connu par lui-même. Alors ça prend du temps de le faire. Il y a l'emblème, ça c'est plus des styles de logo emblème, et la combinaison de logotype et symbole. C'est ça. À la base, tu commences par cette approche-là, puis tu es assez reconnu dans le cas de Lacoste, d'enlever le Lacoste, que certaines personnes vont le reconnaître. Et la fameuse mascotte. Michelin, c'est le bon exemple d'un logo de mascotte. Alors, ça, c'est les types de logos. Puis c'est clair que, on ne va pas rentrer dans la direction et la conception artistique maintenant, mais je suis en train de donner les grandes lignes de type de logo. Après, il y a les psychologies des polices.
les psychologies des polices, encore une fois, on est en plus dans tout ce qui est graphique. Comment, à travers les différents types de logos, de fonts, on peut créer un positionnement. Créatif, amusant, Disney, tout ce qui est avec, pour ceux qui sont intéressés dans le design ou les designers graphiques là, parmi nous, vont comprendre un peu de quoi je parle. Tout ce qui est sérif, sans sérif, le sérif avec The Wall Street Journal qui est utilisé beaucoup pour présenter l'expérience. Amazon, c'est plus moderne, c'est les sans sérif. Le Greenpeace, c'est plus rebelle, c'est comme un graffiti. Fait que je voulais juste partager avec vous un peu l'aspect graphique quand on parle de marque, parce que je sais qu'il y a des designers parmi nous. Aussi, logo et positionnement. Ça, c'est un autre exemple. Comment, pour les montres, la façon d'écrire la typographie représente un positionnement. Comment Rolex, on a pris l'exemple de Rolex, avec tout ce qui est sérif, tout ce qui est les empattements, ça crée un peu le phénomène de luxe, d'expérience, de rareté. Tu sais, on voit beaucoup c'est tout ce qui est les empattements dans des grosses infrastructures financières pour représenter un peu la solidité, la confiance. De l'autre côté, complètement opposé, c'est le créatif, l'amusant, Swatch. C'est beaucoup plus des formes arrondies, c'est la typo plus moderne. Puis entre les deux, Timex qui est plus sur la fiabilité. Alors ici, la représentation, je parle un peu plus de ces slides-là pour vous dire un peu comment, pour des montres, on peut créer des différents positionnements à travers les signatures graphiques. J'en ai encore quelques minutes, mais il y a encore quelques slides que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi une stratégie de marque est importante? Alors, je vais attendre quelques commentaires. J'aime beaucoup vos réponses. Je vais continuer avec cette question-là. Pourquoi une stratégie de marque est importante? Alors, je donne encore... Elle favorise l'engagement. Merci Damien, c'est le marque employeur, l'engagement. Mieux se positionner dans le marché, aux concurrents, oui, pour se distinguer des concurrents. La cohérence, ben oui, absolument, pour devenir mémorable. Elle aide à cultiver la présence sur le marché. Ça distingue sur la fidélité, oui. Éviter de s'égarer. Pour la cohérence, effectivement, la cohérence, on revient, la crédibilité, la fiabilité. Ces éléments reviennent. Effectivement, il y a tous ces éléments-là. Puis le meilleur exemple, pourquoi il faut faire la stratégie de marque est importante, on prend l'exemple de Coca-Cola. On parle de l'équité de marque, ou ce qu'on appelle aussi le goodwill, on verra ça là. Mais juste Coca-Cola, le market cap, sa valeur sur le marché, sans la marque, sans l'équité, sans la valeur de sa marque-là, elle est de 50 milliards. Parce que c'est Coca-Cola, elle est à 120 milliards. Okay? Tout ça pour dire que il y a ce qu'on appelle, je ne veux pas trop aller dans la finance, il y a ce qu'on appelle le goodwill ou la valeur de la marque. C'est comptablement parlant, elle a une valeur, l'équité de la marque. Alors ces éléments-là sont importants, sont très importants. Et une marque, pas juste au niveau marché, mais elle a une valeur financière. C'était un point que je voulais juste lier la marque à une valeur financière aussi. Mais à notre niveau, à nous, ce qui est important, c'est qu'une marque, surtout dans les organisations québécoises, ça va créer un alignement au sein de l'organisation. On parle d'alignement. Tout le monde est d'accord que ça, c'est l'approche, ça, c'est notre marque, ça, c'est nos valeurs. Mieux rejoindre la génération Z. Il faut savoir que la génération Z, elle prend de plus en plus de place dans le marché du travail. Puis ses besoins, ses attentes sont très différentes des autres générations. Il faut vraiment savoir que la génération Z
les marques qui correspondent aux valeurs de la génération Z sont très différentes de la génération X et de la génération d'avant. Alors, c'est des marques qui sont beaucoup plus engagées socialement. Ils ont plus jouent un rôle au niveau peut-être environnemental ou pour des causes très importantes. Ça, c'est complètement un autre sujet au niveau des marques avec des causes d'impact. Des marques d'impact, on n'en parlera pas maintenant, mais c'est un sujet qui est très d'actualité. C'est moderniser l'image de marque. Elle ne communique plus nos valeurs actuelles. Il faudra la moderniser. On est dépassé, on est mal perçu, on se démarque plus. Alors ça, c'est des éléments à réfléchir et s'assurer que la stratégie d'affaires, la vision d'affaires, ce qui arrive, elle a changé. Puis la marque, elle a toujours été comme était il y a plusieurs années avec une autre stratégie d'affaires. Il faut s'assurer que la stratégie de marketing, la stratégie de marque, elle est alignée avec les stratégies d'affaires. Alors, ces deux choses, il faut s'assurer qu'elles sont bien alignées. Et souvent, maintenant, je suis beaucoup appelé à travailler sur des marques employeurs. Une marque est importante aussi pour la rétention et l'attraction de talents. Quelques statistiques ici, je sais que j'ai encore 2 minutes, fait que je vais finir avec ces 2 slides-là. Pourquoi c'est important de faire une marque ou de revoir la stratégie de marque? C'est très simplement, ici, il y a des statistiques. La cohérence d'une marque peut augmenter ses revenus de 10 à 20%. 81% des consommateurs ils désirent une marque de confiance. Tu sais, la confiance, elle revient ici. Tu sais, une compagnie qui a une bonne marque, elle va attirer 50% de plus de talents. Puis il y a des choses ici à considérer. Il faut penser à brand guidelines, puis penser à d'autres choses. Tu sais, l'importance de la marque. 55%, c'est l'image de marque qui est importante. Est-ce que l'image de marque, elle doit être mise à jour? Est-ce qu'elle est bien en relation avec la stratégie de marque? Fait que tout ça là pour dire qu'il y a différentes choses ici qu'il faut considérer et que autant que pour marque employeur, que pour l'acheteur ou pour l'aspect financier ou l'alignement, il y a plusieurs volets qui sont très importants au niveau de la stratégie de marque. Et je vais finir avec justement l'objectif de la formation de l'atelier qu'on offre. Cet atelier-là, ou cette formation-là, elle est basée sur la compréhension d'abord de la situation en équipe. C'est un travail d'équipe où il va y avoir des ateliers pour déterminer les 3 volets. Il y a la première, c'est la stratégie de marque. Il faut établir l'ADN, qui nous sommes, c'est quoi notre but, c'est quoi notre raison d'être pour notre vision, les valeurs qui représentent notre marque. Et une marque, c'est pas une personne qui décide ça. C'est hors question. C'est pas l'équipe exécutive. C'est un travail d'équipe. C'est l'ADN. C'est les personnes qui composent une marque. Alors, c'est un atelier qui va nous permettre d'établir l'ADN pour par la suite décider, aux yeux de notre cible, comment on peut devenir irremplaçable? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi le marché de la concurrence? Comment on peut se positionner différemment? C'est quoi les médias où on doit être présent, dépendamment de notre cible? Fait que comprendre l'aspect du positionnement, comment on peut se distinguer, pour par la suite parler un peu de la personnalité. OK, est-ce qu'on est plus une approche formelle, informelle? Est-ce qu'on est autoritaire? Est-ce qu'on est plus fun? Est-ce qu'on est plus sérieux? Tu sais, il y a tout un volet, est-ce qu'on est plus créatif? Il y a tout un volet d'établir c'est quoi la personnalité de la marque qu'on veut se donner pour par la suite aligner la stratégie créative. Si on décide quelque chose, il faut que l'image qu'on est en train de véhiculer, elle correspond. Puis là, il y a l'image de marque, puis il y a tout le volet de la représentation, les applications. Comment on applique ce qu'on est en train de parler de stratégie de marque à nos outils. Alors, tout ça pour dire qu'une formation, c'est un travail d'équipe. Ça va permettre à aligner, travail d'équipe, aligner tout le monde. Normalement, c'est une journée où on sort avec une bonne compréhension qui nous sommes, où on s'en va, puis c'est quoi le plan d'action par la suite à exécuter. Je pense que c'est
pas mal la matière que j'avais à présenter. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je suis sûr que vous aurez des questions. Je suis là s'il y a certaines questions à poser. Mais j'espère que vous avez apprécié ça. Là, c'était la matière que j'avais pour vous. Oui, bah, merci. Oui, merci beaucoup Richard pour ton partage, bah, c'est ça, sur comment finalement faire de la marque votre création, comment faire de votre création de marque un incontournable. Alors c'était très intéressant justement à ce sujet. Donc je peux partager avec vous donc tes formations. Alors oui, effectivement, il y a la formation sur la stratégie de marque, celle dont tu as parlé à l'instant, qui est plus, comme tu dis, un atelier. Donc, toutes ces formations sont offertes en privé, mais tu offres également les formations sur le design thinking, sur la stratégie d'affaires et la création de valeur. Ça, tu disais que c'était très lié justement également à la marque, stimuler la créativité et l'innovation, et également tout ce qui est tendance en marketing. Ouais. Alors, merci encore Richard, et puis on vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Nous, on se donne rendez-vous à la rentrée, donc en septembre, avec de nouvelles conférences. En attendant, je vous souhaite passer un bel été et à bientôt. Merci. Bye tout le monde.